15h35, bientôt sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Jean-Michel Cohen, le nutritionniste. Dans cette partie d'émission, on découvre non seulement son livre « Et si on changeait tout » aux éditions First, mais aussi toute la culture. Et c'est maintenant avec Hélène Kuttner, notre femme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez, Jean-Michel, ou bien vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Et tout de suite, on parle donc théâtre avec vous, Hélène Kuttner. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour. Alors voilà, je vais vous parler théâtre, un petit peu de nutrition et d'alimentation, parce que quand Cyrielle m'a demandé de préparer ma chronique sur un spectacle parlant de nourriture et de plats savoureux pour des bons vivants, il m'a fallu me creuser la tête tout le week-end, fouiller dans une actualité plus ou moins récente. Il n'y a pas vraiment de spectacle rabelaisien autour de grands banquets ou de dîners entre amis, mais j'ai eu une étincelle avec un spectacle magnifique qui évoque des souvenirs de nourriture et de plats cuisinés avec une émotion non dissimulée. Il s'agit de La promesse de l'aube. De Romain Gary, un spectacle que le comédien Franck Desmet interprète seul au Lucernaire à Paris, après avoir adapté cette œuvre fabuleuse. Alors, si mes souvenirs sont bons, Hélène, je crois que La promesse de l'aube, c'est un récit autobiographique de Romain Gary. Exactement, c'est un roman autobiographique, c'est-à-dire que il parle de sa vie de façon romancée, et Cyrielle, c'est un des textes les plus poignants de la littérature française. L'auteur est 2 fois couronné par le prix Goncourt. Il raconte sa jeunesse à Nice avec sa mère immigrée d'origine russe et juive, une ancienne comédienne de théâtre qu'il élève seule, sans beaucoup d'argent, et grâce à du travail au noir, la mère se bat corps et âme pour donner à son fils la meilleure éducation possible et les fréquentations les plus huppées pour parvenir à la gloire. Tennis, escrime, danse, conférences littéraires. On est dans le livre de Jean-Michel Cohen. J'ai fait de l'escrime, elle m'a fait faire de l'escrime. Exactement, mais vous allez voir que c'est incroyable, parce qu'il y a toujours un fil entre Cyrielle et moi. Conférences littéraires faisait partie du programme pour élever ce fils au rang d'ambassadeur, au moins, pour effacer les humiliations et les vexations que cette mère courage avait dû subir dans son pays, la Russie, au départ. Pardon, mais ma mère voulait aussi que je sois ambassadeur. Voilà, on y vient. C'est bien pensé. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Côté cuisine, évidemment, elle se sacrifie, et quand elle lui prépare un steak pour son fils, elle récupère juste le gras des assiettes qu'elle mélange avec des légumes, lui réservant la viande qu'elle ne peut s'offrir. La même. On est dans quel plat là, une daffina? Je sais pas exactement. Et il écrit quelque chose, alors peut-être vous allez réagir, Jean-Michel Cohen, avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Pas complètement d'accord. L'amour qu'elle m'a donné, c'est un point d'ancrage qui est extrêmement fort. C'est une confiance qu'elle m'a donnée, même si j'ai été harcelé à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a un manque aujourd'hui. Alors, il est seul, ce comédien, il est seul sur scène dans un halo de lumière où se dessine en fond l'ombre d'une femme, qui est la mère. Franck Desmet incarne ce fils appelé à une destinée qui le dépasse et qui dessine les contours du rêve de sa maman. Le comédien a sélectionné des moments forts du roman, ceux où le petit garçon se frotte au monde des adultes, à l'exigence d'excellence à laquelle lui, un enfant russe immigré, se doit d'accéder pour réussir. Ces moments portés par la finesse de l'interprète sont d'une émotion et d'une drôlerie bouleversante et ont souvent un lien fort avec la nourriture comme gage de bonheur et de relations affectives. C'est vrai. Oui. On peut l'écouter, lui qui fut quand même, Romain Gary fut un héros de la résistance dans l'aviation, il fut consul en Amérique, écrivain de renommée mondiale, je l'ai dit tout à l'heure, 2 fois prix Goncourt. Il revient en 1960 sur ses souvenirs qu'il raconte dans ce texte. Je serais désolée si on concluait de tout ce qui précède que je n'ai pas été un homme heureux. Ce serait là encore une erreur tout à fait regrettable. J'ai connu et je connais encore dans ma vie des bonheurs inouïs. Depuis mon enfance, par exemple, j'ai toujours aimé les concombres salés. Pas les cornichons, mais les concombres, les vrais, les seuls et uniques. Ceux qu'on appelle concombres à la russe. J'en ai toujours trouvé partout. Souvent, je m'en achète une livre, je m'installe quelque part au soleil, au bord de la mer ou n'importe où, sur un trottoir ou sur un banc. Je mords dans mon concombre et me voilà complètement heureux. Je reste là au soleil, le cœur apaisé, en regardant les choses et les hommes d'un œil amical, et je sais que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon
total de soi. Alors, Jean-Michel Cohen n'aime pas les concombres à la russe, visiblement. Et bien, je vais vous dire, moi, j'en raffole. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et ça, ce côté quand même un peu... bon, après, c'est difficile d'expliquer une sensation gustative, mais des concombres salés pour accéder au bonheur, c'est pas mal comme alternative au bonheur, non? Exactement. Concombres salés ou tablettes de chocolat, ou les deux, mon capitaine. Qu'en pensez-vous, Jean-Michel Cohen? Alors, le chocolat, il y a des démonstrations scientifiques qui ont été faites sur le chocolat, c'est-à-dire que c'est un aliment qui rend heureux. Ouais. Mais c'est pas un truc comme ça au hasard inventé, hein. C'est vraiment, on a mesuré sur des échelles de bonheur la différence entre ceux qui mangeaient du chocolat quand on le leur donnait et d'autres non. Et on voyait que ceux qui mangeaient du chocolat éprouvaient une sensation de bonheur plus intense. Alors il y a un phénomène hormonal, ça provient du cerveau, c'est les centres du plaisir qui se réactivent, mais il y a aussi une dimension affective. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que chacun d'entre nous a un plat typique dans sa vie. C'est-à-dire ce plat qui lui rappelle un souvenir d'enfance particulier. Moi, c'était les galettes salées de ma grand-mère, qui avait un goût très particulier, que j'ai un peu retrouvé à Tel Aviv récemment d'ailleurs. J'en profite pour le dire. Et chacun de nous a ce plat qui lui réveille des souvenirs, et qui réveille des périodes, des moments. Parce que si on pouvait avoir la mémoire des moments heureux qu'on a eus dans la vie, on aimerait bien les rassembler, les mettre dans une boîte, se les sortir de temps en temps. C'est pas comme les photos, hein. En tout cas, j'irai voir cette pièce parce que vous m'avez alléché. Voilà, donc je vous allèche encore parce que les concombres salés, c'est ce que vous avez dit, c'est comme en fait les madeleines de Marcel Proust, hein, ce sont des éclats de mémoire enfantine qui remontent agréablement à la surface du réel quand on les convoque. À un autre passage du roman, le narrateur parle en même temps du marché de la Buffa à Nice que sa mère fréquentait lorsqu'elle gérait son hôtel, parce que la mère a eu à un moment un hôtel, et à chaque voyage à Nice, le narrateur revient dans ce marché, il erre longuement parmi les poireaux, les asperges, les endives, les chicorées, les melons, les pièces de bœuf, les fruits, les fleurs et les poissons. Il hume les odeurs, les parfums qui reconstituent en couleur l'histoire de son enfance. Et je cite, « Ma mère rentrait toujours à la maison les bras chargés de fleurs et de fruits. Elle croyait profondément à l'influence bienfaisante des fruits sur l'organisme et veillait à ce que j'en mange au moins 1 kilo par jour. Je souffre de colite chronique depuis toujours. Quel est l'enfant, fille ou garçon, qui ne garde pas jusqu'à la fin le goût des plats préférés par sa mère? » Évidemment. Moi, pendant que vous parliez, je me souvenais de quelque chose. Ma mère, j'étais déjà un peu plus âgé, elle faisait les meilleures boulettes de viande du monde, je pense. Et à chaque fois que j'arrivais, je lui disais, t'as fait des boulettes, c'est super. J'espère que c'est pas trop gras, mais pas du tout. J'ai mis un filet d'huile. Et quand j'allais à la cuisine, que je soulevais le couvercle, j'avais des boulettes qui étaient des petits navires qui flottaient sur l'eau, tellement elle avait mis d'huile. Mais ça avait un goût incroyable, un parfum, des épices, des odeurs, des sensations. C'était un voyage presque, ces boulettes. Alors je parle des boulettes, j'aurais pu parler d'autres plats, et j'ai retrouvé ça, c'est assez méditerranéen, justement quand j'étais en Israël, c'est-à-dire cette alliance qui m'a étonné. Il y a un livre que je vais sortir dans pas longtemps, que j'ai coécrit avec ma fille puisqu'elle habite là-bas, sur les salades israéliennes, où j'ai été extasié par la capacité à fabriquer des salades qui n'ont rien à voir avec les salades qu'on mange ici en France ou en Europe, avec une inventivité, des mélanges d'épices, d'herbes, de saveurs différentes, sucrées, salées comme vous disiez, avec des fromages, pas de fromage, avec de l'ananas, une salade avec de l'ananas rôti. C'était étonnant. Donc, et j'ai proposé à l'éditeur en disant il faut faire ça. J'ai ramené les photos de là-bas, etc. Je lui ai dit il faut faire ça. C'est vraiment, et je lui ai dit ça va marcher. Tout le staff de ma maison d'édition, qui est quand même la première maison d'édition française, est en train de se repasser les recettes. Donc voilà. Et ça, vous voyez, j'ai été visiter ce pays et en même temps, il y avait une incarnation au travers de la nourriture. Et la nourriture, vous en parliez tout à l'heure, c'est un lien. Quel est le premier geste que vous faites quand vous naissez? C'est un lien qui consiste à téter le sein de votre mère. Et il y a un filet de lait qui va circuler entre elle et vous. Donc il y a une attache qui est un autre cordon ombilical. Et je sais même, peut-être que je vous l'apprendrai, que le lait maternel se modifie selon les besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même composition selon les besoins de l'enfant. Si l'enfant a besoin d'un peu plus de lipides, le lait de la mère va devenir gras. C'est quand même un miracle, je veux dire. Et en même temps, c'est un élément de liaison. On a été tenu par le cordon ombilical avec notre mère. Par la suite, on continue avec cet allaitement quand il y a lieu, ou même avec le biberon, que plus fréquemment, même si aujourd'hui ça s'inverse, les mamans donnent à leur enfant avec la tête posée sur leur cœur. Ça, c'est un mot que m'avait rappelé un de mes amis, Aldo Naouri, qui m'a raconté comment ils vivaient avec la tête posée sur le ventre de leur mère, qui crée des éléments de liaison extrêmement forts. Ça n'élimine pas le père pour autant. Le père qui a une autre fonction, qui est une fonction tutélaire, un peu au sens religieux du terme. Mais cette construction affective, elle vient avec la mère.
Et après, derrière, le père intervient comme un soutien à ça et comme une autre forme d'amour qui va être l'amour de la vie d'une façon générale. C'est peut-être aussi pour ça qu'on dit que c'est la mère qui nous connaît le mieux, parce qu'en plus, son Bien corps sûr. s'adapte à nous. Mais vous savez, quand vous êtes... Je suis maintenant un grand-père. Mon ami Carlier m'a toujours fait rigoler parce qu'il me dit toujours « Tu m'as fait passer de gros à l'état de vieux ». J'y suis pour rien, honnêtement. Il a vieilli sans moi. Mais... quand vous vieillissez comme moi et que vous voyez vos petits-enfants, vous comprenez beaucoup plus de choses qu'avant. Quand je vois la relation de ma fille avec sa petite-fille, j'en ai d'autres, des petits-enfants, mais là, je l'ai observé de beaucoup plus près. Cette relation, ce don d'elle-même qu'elle fait à son enfant, que le père ne fait pas. Parce qu'au début, il faut être clair, il connaît pas cet enfant. Mais la mère, tout de suite, elle va donner. Ma fille est devenue une mère. Ça veut dire, et ça, c'est quelque chose, bon, ça doit faire rire des gens s'ils écoutent ça, mais c'est quelque chose d'étonnant à voir. Ce don d'elle-même qu'elle fait, ce sacrifice qu'elle fait en permanence, se réveiller à 3h, 4h, 5h du matin, et toujours avec le sourire. Voilà. Bon, c'est la plus belle petite fille du monde, hein, je vous le dis. C'est une confidence. Eh bien, écoutez, je pense que votre fille, si elle écoute cette émission, sera ravie. En tout cas, pour l'heure, on va aller au théâtre avec La Promesse de l'Aube. C'est au Lucernaire jusqu'au 26 mars, donc ce sera l'occasion d'y aller. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. On se dit bien sûr à mardi prochain. Avec grand plaisir. Sur Radio J. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion. Vous écoutez Radio J. Jean-Michel Cohen, vous nous avez parlé de musique en off et je sais qu'il y a une musique que vous aimez beaucoup en ce moment. Vous adorez Stromae, bien sûr, mais vous écoutez en ce moment non seulement Bruxelles d'Angèle, Respire de Clara Luciani, mais votre must, c'est la chanson d'Omer Adam, Kagdila, qui veut dire comment allez-vous en russe. Elle est sortie à temps pour Novi God, la fête russe du Nouvel An. Pourquoi vous aimez cette chanson ? Son rythme et sa façon de disséquer les morceaux, ce rythme imprimé à la musique, ces notes qui montent et qui descendent, les relents russes tout en étant un peu coquins à l'intérieur de la chanson. Donc ça m'a fait plaisir. En plus, j'aime bien ce chanteur. Je l'écoute assez régulièrement. Alors, je suis d'accord avec vous, Omer Adam est l'artiste en tête des classements Spotify, Apple en Israël. Mais il faut savoir que cette chanson qu'on est en train d'écouter, eh bien, elle suscite énormément de polémiques en Israël. Elle est partiellement donc chantée avec un faux accent russe et parle d'une jeune femme russe, de son alcoolisme et de son incapacité à bien parler l'hébreu, tout en faisant allusion à ses exploits sexuels, disons les choses comme elles sont. Omer Adam a été critiqué. Alors pour ses connotations racistes, accusé par des ex-migrants de l'Union soviétique, par même la ministre des Transports et autres, de véhiculer donc ces stéréotypes anti-russes. Et cela a fait beaucoup couler d'encre et beaucoup de radios ont même boycotté la chanson car elle légitime aussi le sexisme vu que la chanson joue sur ces stigmates des femmes russes israéliennes. Alors on va déchiffrer un tout petit peu la chanson. S'il te plaît, amène-moi des fraises. Un autre mot à Poutine, il va déjà faire de toi une star. Tu me remercies, mais non, ne me remercie pas. Pardon, mais moi j'adore la provocation. Ma vie, elle a été basée sur la provocation et la transgression. Donc je ne peux qu'aimer ce type de chanson. S'il n'y a pas de transgression, c'est le mot que j'ai dit à mes étudiants il y a quelques années. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, apprenez à transgresser, on vous empoisonnera, vous serez critiqué, vous aurez des ennemis, on vous critiquera, etc. Mais transgresser, c'est votre seule façon de faire avancer le monde. Parce que si vous transgressez pas, si vous répétez comme un âne ce que les autres ont fait, il n'y a aucune avancée positive. Je l'ai fait dans ma vie, j'ai eu des ennuis à cause de ça de temps en temps, mais au moins j'ai créé des choses, j'ai inventé des choses. Le Nutri-Score, c'est quand même le petit-fils du curseur nutritionnel que j'ai inventé. Le décryptage des aliments, c'est quand même moi qui l'ai inventé. L'arrivée sur Internet des régimes, c'est quand même moi qui l'ai inventé. Le savoir maigrir, c'est moi qui ai mis à la télévision le monde de la nutrition en scène. Donc, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? On répétait ce que disaient les autres avant? Mais non, c'est pas grave, je suis critiqué. Alors, ok, j'écoute la critique, je me corrige de temps en temps. Mais j'aime cette transgression. Voilà. C'est incroyable, Jean-Michel Cohen, parce qu'encore une fois, je constate que nos goûts culturels en disent long sur nous. Et j'allais vous poser cette question qui était un peu risquée. Est-ce que vous aimez la provocation? Vous venez de nous le confirmer. Et moi aussi, je trouve que parfois la provocation, c'est bien. Mais ça, c'est personnel. On va changer d'univers en termes de lecture maintenant. Vous nous avez parlé tout à l'heure de bouddhisme et vous êtes assez fan des Carnets d'un moine errant de Mathieu Ricard qui raconte donc une vie de moine errant sans attache matérielle ou géographique, toujours en chemin vers la liberté intérieure et le bien d'autrui. Alors bien sûr, cette question, est-ce que cela vous ressemble aussi ? Bah oui, et puis j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie un homme, bon, il est décédé depuis, il s'appelait Marcel Miodovnik et je suis content de rappeler sa mémoire ici. Un jour, cet homme m'a expliqué ce qu'était sa vie et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été avec un autre homme qui s'appelle Gary Davis et ils ont été devant l'ONU déchirer leur passeport
leurs passeports nationaux en disant nous ne voulons plus de passeport, nous sommes les citoyens du monde, nous appartenons à ce monde, nous sommes l'humanité, nous l'incarnons. Bon, c'était la sagesse incarnée. Quand le trajet de Mathieu Ricard, c'est ça, c'est de dire le monde appartient à chacun d'entre nous, il appartient à tous et à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en politique, on s'inquiète. Je veux dire, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi les gens guerroient encore alors qu'il y a de la famine, de la misère? Est-ce que les préoccupations de Monsieur Poutine aujourd'hui sont aussi valides à l'échelle de l'humanité que un bout de territoire pour protéger un territoire contre un autre territoire, etc. Tout ça, je veux dire, s'il y a un monde de l'au-delà avec quelqu'un qui nous observe, ça doit lui sembler pathétique et ridicule. Et c'est pour ça que j'aime cette philosophie. Alors bon, c'est vrai que se retirer du monde pour se dire moi je suis seul, moine, etc. Je navigue. Mais par contre, je fais autre chose que Mathieu Ricard. C'est-à-dire je dis ce que je pense, ce que je crois être mes vérités, et j'essaye de faire réfléchir les gens en parlant de ma vérité sur leur propre vérité. Voilà ce que je pense aujourd'hui. On va parler d'amour maintenant parce qu'on a parlé de toutes ces choses-là. Votre film préféré, c'est Le Jardin des Finzi Contini, un film italien réalisé en 1970 par Vittorio De Sica, librement adapté d'un roman homonyme de Giorgio Bassani. Le film suit en fait de près la trame du livre en racontant les relations entre jeunes gens de la bourgeoisie juive dans la ville de Ferrare, en ascension de Mussolini et du fascisme italien dans les années 30. Les Finzi Contini, c'est le pilier de l'aristocratie de Ferrare qui accueille des jeunes gens de la petite bourgeoisie sur les cours de tennis dans l'immense parc qui entoure le palazzo familial. Et Giorgio alors, et c'est là tout le clou, revoit son ami d'enfance, Nicole, son premier et éternel amour. Mais comme toujours, ça ne se passe pas comme prévu. Pourquoi vous aimez ce film, Jean-Michel Cohen, précisément? Pour la représentation de l'amour et pour la délicatesse du film. Cette façon délicate de filmer, d'exprimer des sentiments, et pour cette notion d'amour qui va au-dessus de beaucoup de choses. Moi, j'ai vécu une histoire d'amour étrange, donc c'est pour ça que je vous dis ma vie a été variée. Et j'avais un beau-père qui ne m'aimait pas, et il a donc fallu, pour vivre avec ma femme, que je l'enlève. Et voilà 40 ans que ça dure, cette histoire, donc ça s'est plutôt mal passé. Et ma vie entière, comme celle de mes enfants qu'on a construit avec ma femme, elle a été portée par cet amour, qui était la rencontre entre deux personnes. Je ne lui ai pas parlé quand je suis tombé amoureux d'elle, et elle pareil. Donc ça veut dire que cet amour, c'est pas ce qu'on croit aujourd'hui avec Tinder, je te match, tu me matches, etc. C'est une espèce de vibration qui passe entre deux êtres et qui aboutit à une relation d'amour. Et donc mes premiers mots à ma femme, c'est intime ce que je vous raconte, ça a été pour lui faire une scène de ménage parce qu'elle dansait avec quelqu'un d'autre que moi alors qu'elle ne me connaissait pas. Et donc elle a quitté ce monsieur pour venir danser avec moi, et l'histoire de mes amis est toujours drôle. On a dansé pendant 1h30 sans se rendre compte que la musique s'était arrêtée. L'amour, c'est une conversation ininterrompue. C'est quand vous avez toujours quelque chose à dire à quelqu'un, même sur la couleur de votre café, mais il y a une vibration. Et ça, c'est... Alors, je vais pas parler de religion, mais il y a quelque chose de divin là-dedans. Donc l'amour, les Finzi Contini, c'est ça pour moi. C'est une relation d'amour. C'est la même chose que Evita, où cette relation d'amour dans un monde politique agité, elle transcende un peu les événements. Ben, c'est la même chose. Et c'est ce qui restera de moi quand je serai mort et quand elle sera morte. C'est cette notion d'amour que mes enfants ont vécu. La dernière fois que j'étais à Tel Aviv, ma fille nous a photographiés de dos, alors qu'on marchait dans la rue, qu'elle était derrière nous et qu'on se tenait main dans la main. Ben oui, 40 ans après, on se tient main dans la main. Absolument. C'est beau cet amour qui dure, Jean-Michel Cohen. Ouais, et vous avez l'air ému que je dise ça. Ça vous est pas arrivé? Non, pas encore. Ouais, ça va venir. Yoël vient de nous rejoindre en studio, et donc c'est l'occasion d'aller voir avec lui tout autre chose maintenant. Voyons quel plat vous ressemble, Jean-Michel Cohen, puisque vous allez vous faire croquer par notre humoriste du jour, Yoël Banaï. L'occasion de nous mettre l'eau à la bouche sur Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Yoël Banaï, bonjour. Alors, quel est le menu pour Jean-Michel Cohen aujourd'hui? Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Michel. C'est marrant Cyrielle parce que je m'étais justement imaginé ce moment où vous allez me demander ça, menu, Jean-Michel, etc. Et là, je me voyais bien répondre, pas grand-chose, ma chère Cyrielle, vu que notre invité est nutritionniste. Et oui, docteur, on peut avoir quelques préjugés et se dire, c'est un nutritionniste, qu'est-ce qui pourrait nous sortir, quinoa, carpaccio de salade, velouté de glaçons, je sais pas. Eh bien, pas du tout. Vous, Jean-Michel, vous avez cassé tous mes préjugés puisque vous êtes un grand fan de feuilleté à la saucisse. Ouais. Oui, j'ai mes sources, vous entendez bien Cyrielle. On peut être nutritionniste et manger du feuilleté à la saucisse. C'est surprenant, mais c'est vrai.
Exactement. J'ai compris. Et c'est la première fois que je partage le même péché mignon que notre invité. Moi aussi, je suis un grand fan. Je crois même que ça commence un petit peu à se voir au niveau de mon bidou chez moi. D'ailleurs, docteur, je dois être honnête avec vous. Je soupçonne Cyrielle, votre Cocoen, votre Cocoen ici présente, de vous avoir invité parce qu'elle avait un message à me faire passer. Alors oui, c'est pas très sympa ça, Cyrielle. Je sais que j'ai pris du poids ces derniers temps, mais pour ma défense, je fais des efforts. Il y a quelques temps, j'ai même vu un nutritionniste. Il m'avait donné un conseil. Il m'avait dit qu'il fallait que j'arrête le grignotage. Et il m'avait donné une astuce, celle de mettre les sucreries en hauteur. Genre dans la nuit j'ai faim, je me lève, je vais dans la cuisine et je me dis bah zut, les sneakers ils sont trop hauts. Bon bah dommage, bonne nuit. Vous moi doutez j'y bien que ça vais, n'a moi pas trop je vais marché. les chercher. Ça n'a pas trop marché. Et ensuite, j'ai voulu carrément suivre un régime, genre un vrai. On va d'ailleurs l'appeler le régime du con, pas le régime du camp, mais le régime du con, parce que j'avais faim tout le temps. Et moi, quand j'ai faim, je suis pas très très sympa. Et j'étais vraiment vraiment exécrable. Ça, par contre, je confirme, il paraît que c'est vrai, Yoël. Quand vous avez faim, vous êtes pas très sympa. Bah oui, c'est vrai. Je mens pas sur ce que je dis. Sur l'estomac. Alors oui, bon, j'ai effectivement perdu du poids. J'ai perdu quoi dans les 55 kilos. C'est le poids de mon ex qui a fini par me quitter. D'ailleurs, je crois qu'elle avait lu votre livre, elle. Et si on changeait tout, puisqu'elle a tout changé justement, 2 mecs, 2 serrures et 2 numéros de téléphone et j'en passe. Excellent. Mais ce qui est bien avec vous, docteur, c'est que vous n'allez pas me donner de conseils stupides ou de régimes frustrants. Vous avez votre méthode, la méthode Cohen. Alors oui, attention à ne pas confondre avec la méthode Coué. La méthode Coué, c'est se dire à soi-même de manière positive à plusieurs reprises « Je ne suis pas encore mince, je ne suis pas encore mince » pour s'encourager. Alors que la méthode Cohen, c'est le docteur Cohen qui vous le dit. Non, je plaisante. Je plaisante. Le principe de base de votre méthode, c'est non à la frustration. Quand il y a des frustrations dans un régime, vous dites que ça ne marche jamais. Vous, au moins, vous ne racontez pas de salade. Je sais pas encore si vous en faites manger de la salade d'ailleurs, mais... Eh ben oui, on vient de le dire justement. Il va y avoir un livre. Ah oui, le prochain, d'accord. Bon, en tout cas, si la méthode Cohen, elle autorise le feuilleté à la saucisse, moi, je veux bien l'essayer. D'ailleurs, est-ce qu'il serait possible, docteur, pour que je sois encore moins frustré, d'ajouter également des merguez, des pâtes bolognaises, des sneakers et 2-3 autres trucs, parce que dans ce cas-là, je suis vraiment prêt à commencer. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Yoël Banaï. Je rappelle qu'on vous retrouve bien sûr sur Instagram avec vos vidéos sur votre aventure et la monoparentalité. Yoël Banaï, B-A-N-A-Y. En attendant, on vous retrouve bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J, sur radioj.fr.